Eh bien, aujourd'hui, je vais vous raconter mes premières vacances. Mes premières vacances aux États-Unis, en habitant aux États-Unis. Alors, je vous expliquerai un tout petit peu après, au fur et à mesure de mon récit, pourquoi en fait, quand on habite aux États-Unis, partir en vacances aux États-Unis, c'est un petit peu comme habiter en France et partir en vacances en France. En fait, c'est beaucoup moins dépaysant. Et je vous expliquerai un petit peu pourquoi un petit peu plus tard dans cette vidéo. Donc, on a fait nos premières vacances en famille en Floride. Alors, on a décidé de faire ça en fait pour l'anniversaire des enfants qui ont eu 3 ans en mars. Et puis, on s'est dit que la Floride, c'était un endroit assez sympa pour les petits et les grands. Les enfants sont assez fans de Disney, de fusées, de crocodiles. Et donc, tout ça, c'est des choses qu'on allait retrouver en Floride. Il fait beau, il y a la plage. Et puis, c'est un endroit qu'on voulait découvrir. Enfin, on avait fait Miami quelques jours avec ma femme en 2017. Et là, c'était un voyage un tout petit peu plus important qui nous a emmené vraiment à faire le tour de la Floride. C'était vraiment un voyage très sympa. Alors, je rappelle encore une fois qu'aux États-Unis, il y a très peu de restrictions. Donc, on peut prendre l'avion sans aucun problème pour se rendre partout aux États-Unis. C'est vrai que les États, pour certains, demandent des tests Covid négatifs, mais c'est pas le cas de la Floride. La Floride étant un des États phares de Donald Trump et un des États qui a été finalement le plus négationniste, on va dire, sur cette pandémie, ce qui fait qu'il y a eu énormément de cas là-bas et une épidémie qui était très très sévère. Et je dois avouer que ça se ressent. En Floride, les gens font beaucoup moins attention que dans l'Ohio, par exemple, par rapport aux gestes barrières. Et c'est un petit peu troublant finalement parce que on a vraiment l'impression que les gens, la pandémie n'existe pas en Floride en fait, que tout ça est inventé. Donc c'est un peu bizarre. Bon, en tout cas, le vol Cincinnati-Orlando est un vol qui est assez court, il dure moins de 2 heures. Dans les avions de ligne interne américains, il y a toujours les films, tout ça, donc ça passe très très vite. On est arrivé à Orlando, et donc on a fait l'enchaînement assez classique. Là, c'était vraiment le moment des enfants. Donc on a commencé par aller visiter le Space Center à Cap Canaveral, alors qu'il y a un endroit opérationnel pour le lancement des navettes spatiales, mais qui est aussi un endroit d'entertainment où l'histoire de la NASA et les exploits de la NASA sont présentés de façon extrêmement théâtralisée. Alors je dois dire que ça marche quand même plutôt bien. Je sais pas si vous vous souvenez, les États-Unis ont mis au point une navette spatiale qui permettait d'aller dans l'espace et de revenir se poser comme un avion. Les navettes Columbia, Challenger, enfin il y en a eu plusieurs. En fait, c'est un projet qui a débuté dans les années 70. Et en fait, vous avez l'histoire de cette navette spatiale qui est projetée sur un grand écran dans une espèce de salle juste derrière, en fait, le vrai réservoir de fusée, qui est un truc énorme. Vous rentrez dans ce truc-là. Et vous voyez cette histoire où tout est bien romancé. Vous êtes vraiment dedans, quoi. Le film dure une dizaine de minutes. Et ensuite, vous avancez dans une autre pièce. Et là, vous voyez, donc pareil, on vous donne le lancement, la première mission, les astronautes qui rentrent dans le truc, qui vont dans l'espace, tout, et en fait, qui atterrissent. Et là, vraiment, grosse surprise, l'arrière de l'écran s'éclaire, et là, vous avez la vraie navette, quoi, qui apparaît, qui est en exposition là-bas, une des navettes, une de celles qui est revenue entière sur Terre, parce que malheureusement, ce programme a été arrêté suite à l'accident de Columbia en 2002. Et vous voyez cette navette qui est derrière, en fait, qui est allée dans l'espace, et j'avoue que franchement, il y a une émotion, quoi. J'avais les larmes aux yeux de voir de quoi l'homme était capable. Même si aller dans l'espace, ça peut paraître une préoccupation qui est bien secondaire, mais enfin d'arriver à construire sur une idée avec toute la complexité technique que ça engendrait, enfin moi je trouve ça quand même assez fabuleux. Et donc on peut faire le tour de cette navette, il y a toute l'histoire, il y a un espèce de petit endroit aussi où on rend hommage aux astronautes qui sont décédés, donc dans l'explosion de la navette Challenger dans les années 80 et le crash de Columbia en 2002 qui a scellé définitivement le sort de ce programme spatial. Donc ouais, gros endroit de America First, USA is the best. Et en effet, le programme spatial américain est un programme qui a été assez impressionnant depuis son lancement dans la fin des années 50. Ensuite, évidemment, le grand classique Disney World. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'à Orlando, c'est finalement la ville des parcs d'attractions. Il y en a énormément. Donc, il y a Disney World avec 4 parcs à thème, des parcs aquatiques.
Vous avez aussi Universal Studios, Legoland, enfin il y a énormément de choses qui gravitent autour de ça. En fait, la ville, je pense, a été construite autour de Disney World. Au-delà des attractions, que je vais pas vous décrire, l'ambiance pendant le Covid, comme je vous dis, en Floride, le Covid, c'est un concept. Et honnêtement, en fait, il y avait quand même beaucoup de monde. Et bon, ça marche plutôt bien que des fois, quand même, les gens sont un peu agglutinés les uns sur les autres. Il y a énormément de files d'attente qui sont à l'extérieur, donc on est plutôt rassuré par rapport à ça. Ensuite, on a fait ce parc aquatique qui s'appelle Blizzard, c'est un truc de Disney. Et donc là, c'est vraiment un parc aquatique, enfin, c'est The Parc aquatique avec qui reproduit en fait une espèce de station de ski avec des toboggans qui sont classés comme des pistes de ski. Il y a même un télésiège au milieu du truc. Enfin, c'est démentiel en fait. C'est fait pour les enfants. Alors nous les enfants sont très petits donc on peut pas faire des très très grands toboggans. Ils ont fait des petits toboggans et puis il y a une grande rivière où on peut se mettre sur une bouée et faire le tour en fait du parc sur la rivière. Ils ont mis des plantes et tout. Enfin c'est assez fou ce qu'ils arrivent à faire comme ça quoi. Mais bon ça c'est très très américain. Donc une fois Orlando fini, on est parti du côté du golfe du Mexique. Hein. Donc c'est vrai que la Floride on a toujours un petit peu Orlando, Miami, puis The Keys un peu. J'en parlerai après. Et on connaît assez mal le côté ouest de la Floride qui est en fait toute la côte qui borde le golfe du Mexique. Et là il y a vraiment des endroits qui sont assez magnifiques. Hein. C'est une côte qui est vraiment très belle. Donc on s'est arrêté à Naples. Alors Naples c'est un peu Cannes ou en tout cas des villes très huppées de la Côte d'Azur, un endroit où il y a énormément de villas de milliardaires. Alors c'est un peu bizarre parce que en fait elles sont les unes sur les autres. Alors, c'est des très grosses maisons, mais en fait il y a très peu de terrain autour. Elles sont toutes construites un petit peu de la même façon. Elles ont toutes en fait cette avancée avec une jetée pour mettre son bateau et une espèce de piscine, soit à débordement pas, qui a vue sur la baie en fait, en tout cas sur l'endroit où les gens passent pour aller dans la mer. En fait, il y a une énorme mangrove à Naples. C'est la deuxième plus grande mangrove du monde, après celle du Bangladesh. Et dans cette mangrove, il y a une faune assez superbe et énormément de dauphins. Donc on peut voir des dauphins qui sautent, qui nagent autour du bateau. Donc c'est quelque chose qu'on a fait. C'est assez sympa, les enfants étaient contents. Et donc c'est vrai qu'on a fait cette petite croisière où on a vu des dauphins. En fait, on s'est arrêté sur une île de la mangrove. Alors c'est vraiment l'île qui donne sur le golfe du Mexique. Et c'est une île sur laquelle s'échoue un maximum de coquillages. On a pu ramasser des dizaines de coquillages vraiment très très jolis. Les enfants ont adoré, nous aussi franchement on a passé un moment assez sympa. On a fait aussi une île qui s'appelle Sanibel qui est un tout petit peu plus au-dessus, un peu plus au nord de Naples, qui est une île aussi assez préservée avec énormément de plages, avec des coquillages aussi. Il y a pas mal de tourisme quand même sur ces îles-là. C'est pas forcément ce qu'on a le plus aimé, c'était joli, mais Naples, la plage de Naples, la jetée de Naples, c'est vraiment très 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 beau. C'est très riche en fait, donc ils ont réussi à entretenir un espace qui est extrêmement joli et finalement assez préservé. Les plages sont très propres, très peu de déchets qui traînent et tout, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, de Naples, on a traversé complètement la Floride. Donc quand on traverse la Floride par Naples, on traverse les Everglades. Donc les Everglades, c'est une zone marécageuse qui prend quasiment toute la Floride. Donc il y a un lac au centre de la Floride qui s'appelle le lac Okeechobee, et jusqu'à l'estuaire, finalement jusqu'au bout de la Floride, jusqu'aux Keys, on a ce qu'on appelle le parc national des Everglades. C'est un endroit plutôt marécageux avec des hautes herbes et c'est le paradis des alligators. Donc on est arrivé par les Everglades jusqu'à Miami. Donc Miami on avait déjà fait et on a simplement voulu refaire un petit peu les hotspots de Miami. Donc on a pris un hôtel sur Miami Beach. C'était le spring break, donc il y avait beaucoup d'étudiants. La municipalité de Miami avait quand même mis un couvre-feu sur la plage pour éviter qu'il y ait des fêtes sauvages après 20h. Donc c'était quand même plutôt calme, je pense beaucoup plus calme que ça ne l'est habituellement. Alors, on a profité pour aller faire un parc d'alligators dans les Everglades où on a fait du airboat, donc ces bateaux qui sont propulsés par une énorme hélice derrière. Et on a vu évidemment des alligators. Donc c'est vraiment le truc hyper bateau touristique mais sympa. Franchement, c'est plutôt agréable et ayant une fille qui est fan absolue de crocodiles, c'est un plaisir de voir ses yeux s'illuminer et de voir ces crocodiles dont elle n'a absolument pas peur. Et c'est même un peu flippant pour les parents parce qu'on se dit elle pourrait très bien rentrer dans l'enclos pour leur faire des câlins, ce que les crocodiles ne prendraient pas du tout de la même façon.
Une fois qu'on a fait ça, on a au Miami, évidemment, aller à Miami, c'est faire Miami Beach, en fait, Miami Beach avec Ocean Drive, avec tout ce quartier art déco qui nous propulse, en fait, qui est complètement figé dans le temps, en fait. C'est très bien entretenu et on a vraiment l'impression d'être à la fois dans les années 50, et puis, pour ceux qui connaissent un peu les jeux vidéo, c'est vraiment ce qui a inspiré l'opus de Grand Theft Auto, donc GTA Vice City. En fait, on est clairement sur une reproduction de Miami, et donc si vous avez joué à ce jeu, comme moi j'ai pu y jouer quelques heures dans ma jeunesse, et ben on s'y retrouve tout à fait, c'est assez marrant. Les gens sont bien, alors c'est quand même un peu la frime, le luxe et compagnie, hein, Miami, on va pas se mentir. Et en fait, Miami Beach, c'est pas vraiment Miami, hein, c'est une autre ville qui est au bord de la mer. Miami, c'est la ville qui est située derrière l'île de Miami Beach, et donc là on a le centre d'affaires, les buildings, et ce super quartier qui s'appelle Wynwood. C'est des vieux entrepôts complètement désaffectés, et en fait toute la mouvance New Age et les hipsters ont complètement pris d'assaut ce quartier. On en fait un quartier qui rend hommage au street art, en fait, avec énormément de peinture sur les murs, et du coup en fait on a un quartier qui est repeint de fresques qui sont vraiment superbes. Il y a même un espèce de musée du street art où on a carrément ce qui s'appelle Wynwood Walls, où on peut effectivement voir des fresques qui sont renouvelées de façon régulière. Alors de façon régulière je sais pas, mais en tout cas quand on est allé en 2017, c'était pas les mêmes fresques, et puis c'était gratuit. Là ce n'est pas gratuit, c'est $10. Donc preuve que ce quartier fonctionne bien, et effectivement on a vu le changement avec énormément de nouveaux buildings, en fait, des nouvelles constructions qui se sont faites, et le quartier s'est beaucoup développé. Donc une fois qu'on avait fini notre petit périple à Miami, direction les Keys, donc qui sont les îles du sud de la Floride, qui sont vraiment le début des Caraïbes, et dont l'île la plus méridionale est le point le plus méridional, c'est-à-dire le plus au sud des États-Unis, et donc ce point c'est l'île de Key West. Donc c'est assez troublant, les Keys, parce que bon, c'est un environnement, c'est la plage, c'est les cocotiers, les plages de sable fin, c'est des chapelets d'îles, en fait, une chapelet d'îles qui fait une espèce de traînée comme ça dans l'océan au bout de la Floride, mais les Américains ont relié l'ensemble de ces îles par des ponts. Donc il y a une autoroute qui est l'US Number One, donc la première route des États-Unis, hein, dont le kilomètre 0 est à Key West au niveau de cette borne, et elle traverse donc toutes les îles Keys, et elle les réunit les unes entre les autres. On est vraiment sur l'eau, il y a rien d'autre que ce pont qui permet de relier les îles. C'est assez troublant parce qu'il faut vous imaginer les îles grecques réunies entre elles par des ponts bétonnés. C'est un peu surprenant. Alors c'est plutôt pratique quand on veut se balader, hein, puisque finalement on prend sa voiture puis on va jusqu'à Key West, mais je trouve que ça casse un peu le charme insulaire, parce qu'on n'a pas vraiment l'impression d'être sur une île finalement, puisqu'il y a un grand pont qui relie tout, et c'est aussi ça qui casse aussi un peu le dépaysement, je trouve. En fait, ce que je vous disais au début de la vidéo, c'est que on n'est pas du tout dépaysé quand on habite aux États-Unis et qu'on va en vacances aux États-Unis et qu'on est étranger. Pour avoir été 5 fois aux États-Unis avant d'y habiter, à chaque fois que j'y suis allé, j'ai senti ce dépaysement d'arriver dans un pays qui n'était pas le mien, et de pas avoir mes habitudes, et finalement de perdre un peu ses repères. Et c'est ça qui est cool dans le voyage, de redécouvrir tous les éléments avec un œil un peu naïf. Et là en fait pas du tout. Et en fait au début en arrivant, je comprenais pas vraiment pourquoi j'avais pas ce sentiment d'être dépaysé. En fait, j'ai vite compris que je retrouvais tous les codes que j'avais ici à Cincinnati, partout où j'allais aux États-Unis. Et je pense que les États-Unis, les Américains en particulier, sont vraiment attachés à leur confort et à leur modèle de vie, et du coup, ils le mettent partout. Quand je dis ça, c'est qu'il y a partout des centres commerciaux qui sont à peu près tous mis pareil, les mêmes enseignes de restaurants, de magasins, même jusqu'à Key West, qui est la dernière île des Keys, on va retrouver un Wendy's, un McDonald's, un Ace Hardware, qui est un magasin de bricolage, le concessionnaire Ford. Et du coup, ça casse un peu le côté voyage, quoi, parce qu'on a vraiment l'impression d'être à la maison. Et je trouve que parfois, on se retrouve dans des endroits comme ça, et on n'a pas vraiment l'impression d'être dépaysé, d'être en vacances. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui est dommage. Après, c'est quand même bien contrebalancé par les paysages qui sont quand même parfois assez époustouflants, les îles, tout ça. Key West, il y a un vrai quartier ancien où d'ailleurs il y a une des maisons, enfin une maison dans laquelle a vécu Ernest Hemingway.
Mais néanmoins, on est toujours avec notre voiture. Oui, effectivement, j'ai pas parlé de la voiture qu'on a louée. Moi, j'avais loué une grande voiture pour avoir de la place avec les enfants. Et on a eu un Chevrolet Suburban qui est un 4x4 SUV 7 places. C'est vraiment un truc immense. C'est plutôt cool à conduire aux États-Unis parce qu'il y a de la place, les routes sont larges, les places de parking sont larges, tout est large. En fait, on n'a pas vraiment l'impression de conduire un semi-remorque. Mais c'est quand même très très gros, et c'est vrai que quand on est rentré ici et qu'on a récupéré notre voiture, qui n'est pas la plus petite des voitures non plus, on a vraiment l'impression de conduire une Twingo, quoi. Enfin bon, bref. En partant de Key West, il fallait qu'on regagne Orlando pour reprendre notre avion. Et bon, bah là, ça nous faisait quand même beaucoup de route. On s'est dit qu'on allait couper la route, et on s'est arrêté donc au lac Okeechobee. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire quand même dans les Keys, puisqu'on parlait dans une précédente vidéo de la gastronomie américaine, faut quand même dire que dans les Keys, ils ont ce qu'on appelle la Key Lime Pie, donc qui est une tarte au citron avec de la chantilly. Alors vous allez me dire c'est une tarte au citron meringuée. C'est pas tout à fait une tarte au citron meringuée, c'est assez particulier. En fait, le biscuit est un espèce de crackers, enfin, c'est quelque chose qui est broyé, un petit peu comme ce qu'on a dans les cheesecakes, avec une pâte de citron qui est plus consistante que le lemon curd qu'on a dans une tarte au citron meringuée, mais à la fois qui est un tout petit peu moins consistante que ce qu'il y a dans le cheesecake. C'est assez particulier et vraiment, quand c'est bien fait, c'est très bon. Si vous aimez les tartes au citron, il faut absolument, quand vous venez en Floride, ou même aux États-Unis parce qu'il y en a un peu partout, mais surtout en Floride et surtout dans les Keys, il faut absolument goûter la Key Lime Pie. Il y a vraiment plusieurs endroits qui sont des institutions de la Key Lime Pie et vous pouvez vraiment vous faire votre idée. Je pense qu'on en a mangé peut-être une dizaine sur le séjour. Donc on s'est arrêté, je vous disais, après les Keys au lac Okeechobee, qui est quand même le deuxième plus gros lac des États-Unis. Lac des États-Unis, c'est-à-dire le lac qui n'est pas partagé avec le Canada, hein, parce qu'il y a effectivement des lacs qui sont énormes, juste au-dessus de l'Ohio d'ailleurs. Le lac Michigan, qui est le premier, qui est pas partagé avec le Canada, qui est entre l'Illinois, le Michigan, le Wisconsin, et le deuxième lac étant le lac Okeechobee en Floride, donc il y a un grand lac, hein. Et donc on s'est dit c'est cool, le lac Michigan, on avait fait un peu Chicago, c'est quand même assez sympa, et là en fait grosse déception quand même. Grosse déception. Donc déjà on traverse la Floride profonde. Alors la Floride profonde c'est des étendues agricoles. Il faut se rendre compte que quand l'homme est arrivé, il a drainé les Everglades pour faire des terres agricoles. Donc là on traverse en fait des zones agricoles avec des vaches essentiellement, et des grands ranchs et des drapeaux de Trump partout. Alors on est vraiment dans le bastion, et on arrive, quand on arrive au bord du lac, on s'attend à voir un lac, comme on a l'habitude de voir, une route au bord du lac, on a vraiment cette image en tête d'arriver dans une nature et tout, et en fait, pas du tout. Le lac a été digué, donc il y a une digue qui est tout autour du lac pour éviter qu'il inonde les villes qui sont aux alentours et les champs. Et du coup, on ne voit jamais le lac quand on le longe tout le long de la route, donc c'est une grosse déception. En fait, il y a un petit canal de drainage et des grosses vannes qui ouvrent et ferment le lac. Et en fait, on voit que ça, et c'est plutôt moche. Et on arrive à Okeechobee, la ville, et là, il n'y a rien à faire. Mais alors, rien à faire. Alors évidemment, dans l'hôtel où on était, il y avait énormément de retraités, des gens qui venaient faire la pêche dans le canal, et des gens qui faisaient probablement le tour de la Floride et qui s'arrêtaient en moto. Mais vraiment la zone absolue. On n'avait même pas trouvé un petit resto sympa, on a fini dans une chaîne, dans à nouveau un centre commercial typique des États-Unis. Donc là c'était vraiment le chemin du retour, et finalement c'est une étape qui est absolument pas nécessaire dans un trip en Floride. Donc si vous planifiez un jour d'aller en Floride, n'allez pas voir ce lac. Ça ne sert à rien. Ensuite, retour à Orlando et on rentre chez nous à Cincinnati. Bon, alors du coup, quand même, faut que je vous parle quand même un peu de comment on prend des congés aux États-Unis. Bon, on m'a dit que j'avais 4 semaines de congés, donc les choses n'avaient pas forcément été très bien explicitées. Puis moi, j'avais pas vraiment cherché à comprendre, et étant donné que c'est ma femme qui a tout réservé, une fois que le truc était réservé, je me suis retrouvé à me dire, voilà, il faut que je pose mes congés. En fait, ça marche comme dans le privé, hein, vous allez dire que je suis un peu naïf, mais en gros, on cumule les congés au fur et à mesure de son travail, et donc j'avais pas du tout cumulé 12 jours de congés. Donc je suis allé voir le boss, qui a été très sympa, et qui m'a laissé donc partir, sous réserve du fait que j'aurais un certain nombre de jours qui ne seraient pas payés. Donc voilà, c'est sympa comme expérience, mais il faut faire attention à pas non plus trop abuser. Donc prochaines vacances, pas tout de suite. On a prévu d'aller faire des petits week-ends autour de Cincinnati, dans un rayon de 5 heures de route, à Détroit, on peut aller à Indianapolis, à Chicago, à Nashville, on peut aller faire la route du Bourbon dans le Kentucky. Enfin, on a énormément de choses à faire aux alentours avant de prendre l'avion et d'aller au bout des États-Unis. Donc prochaine étape, prochain voyage, prochaine vidéo. À bientôt.